J'ai oublié. Bonsoir. Attends, et Alex dit de mettre les téléphones sous silence. Vous pouvez fermer votre téléphone. D'abord, je vous remercie beaucoup d'être venus nombreux. Je ne m'attendais pas à tant de monde. Alors voilà, compte tenu des graves événements que nous vivons, j'ai choisi d'organiser cette petite réunion pour débattre de la situation dans laquelle nous sommes plongés depuis le 7 octobre dernier. Cette guerre dure depuis 9 mois. Son issue est encore incertaine. Et nous sommes tous concernés par la vie de nos enfants sur le front et par l'avenir de notre État. Nos gouvernants, nos politiciens et nos généraux se déchirent sur le sort du jour d'après, mais soyons clairs, il n'y aura pas de jour d'après si nous n'obtenons pas de victoire décisive militaire sur tous les fronts. Depuis le début de la guerre, l'antisémitisme dans le monde a retrouvé son niveau de l'année 1939. Les nations ne cessent d'exercer sur nous d'énormes pressions pour mettre fin à la guerre sans qu'aient été atteints les buts que nous nous sommes fixés. Si nous cédons, chaque jour deviendra un 7 octobre en puissance. Si nous restons passifs ou indifférents, les responsables de cette catastrophe se maintiendront à leur poste et nous continuerons à en payer un prix exorbitant, comme tel le cas ces jours-ci que vous avez vu, que nous avons vécu terriblement après cette sortie de Shabbat. Nous devrons affronter de nouvelles guerres, un terrorisme en Judée-Samarie plus violent, plus grave que celui de la bande de Gaza parce qu'il se trouvera à des kilomètres des plus grandes villes de notre pays. Nous aurons une dégradation de la société civile et pire encore, nous deviendrons les vassaux des États-Unis. On ne parlera plus alors d'État juif, ni même d'État des Juifs, mais d'un État sans âme, dirigé par des élites asservies à une puissance étrangère, comme ce fut le cas sous les exils de Grèce et de Rome, et certains disent que c'est déjà le cas. Sur le plan international, cette guerre a mis en évidence la collusion de l'Occident avec le monde arabe. Le monde arabe souhaite que nous redevenions des dhimmis. L'Occident ne peut supporter l'affront qui a été fait à son Église de voir Israël renaître et prospérer sur sa terre. Quant à l'Iran, elle ne cache pas son désir de nous détruire totalement. Pas des dhimmis, mais destruction totale, comme Aman le rêvait en son temps. Nous sommes donc pris en tenaille par Esav et Ishmaël, tels que le prédisaient nos sages et nos prophètes. C'est un temps extraordinaire que nous vivons. L'Europe est devenue la terre de tous les dangers. Un demi-siècle de soutien au terrorisme arabe, de dépendance au Qatar et à l'Arabie wahhabite de Saoud, l'immigration massive de millions de musulmans ont transformé radicalement sa face. D'énormes pressions sont exercées aux États-Unis pour rompre les liens avec Israël, et ce qui s'est passé dans les universités est là pour nous le rappeler. Malgré cela, nos dirigeants, tétanisés, il n'y a pas d'autre mot, tétanisés, ne se décident pas encore à en tirer les conséquences. Devenir plus indépendant des USA, surtout au niveau armement, rechercher de nouveaux alliés stratégiques tels que l'Inde, remplacer les travailleurs arabes de Judée-Samarie par des travailleurs étrangers, non musulmans. Dans ces conditions, qu'est-ce que nous pouvons faire ? D'abord, prendre conscience de la réalité et savoir que l'on doit affronter un double danger. Un danger intérieur. Israël a besoin d'être uni, mais il ne peut pas relever ce défi. Tous les segments de la société sont paralysés par des clivages. Gauche, droite, religieux, non religieux, etc., etc. Il est incapable de congédier les responsables du 7 octobre et de nommer des remplaçants. Le verdict des urnes, des élections, n'est d'aucune aide.
le système électoral par lui-même confère un pouvoir disproportionné aux petits partis. Quel que soit le résultat des élections, le peuple restera divisé toujours, et tant que ce système existera. En plus de cela, notre régime parlementaire est bloqué. Et en outre, l'appareil judiciaire, la Cour suprême et la procureure de l'État ont confisqué le pouvoir à la Knesset. Pourtant, nous avons besoin désespérément d'une nouvelle direction, autant politique que militaire. Ça, c'était le danger intérieur, mais il y a aussi le danger extérieur. Israël a affaire au désert des peuples. Je vais employer une expression qui se trouve dans la Torah, dans la prophétie d'Ézéchiel. Ézéchiel a dit Ve'eveti etchem bamidbar ha'amim ve'ishpateti etchem panim el panim. Je vous, à la suite de vos fautes et de votre exclusion de la terre, je vous disperserai dans les nations, vous en souffrirez et vous aurez à ce moment-là affaire au désert des nations. Pourquoi il emploie ce mot, le désert des nations? C'est en opposition avec le désert du Sinaï, dans lequel nous étions pendant 40 ans avec Moshe Rabbeinu. Dans le désert du Sinaï, il y a ce qu'on appelle la notion de Hefker et de Reshut Harabim. Pourquoi? Parce que le désert est rempli que de forces hostiles, de serpents, de scorpions, de voleurs, de brigands de tout le chemin. Et c'est un endroit hostile, Hefker. Mais là, quand Ézéchiel parle du désert des Hamim, Midbar à Hamim, c'est que les nations remplacent les scorpions et les serpents et les bandits. L'ONU, les organisations internationales, tous sont là pour faire exactement le rôle qu'avait le désert du Sinaï à l'époque. Mais seulement il y a une différence. C'est que dans le désert du Sinaï, nous n'avons pas du tout souffert. Nous n'avons jamais, dans le livre de Bamidbar, on ne parle pas du tout du préjudice du désert. Au contraire, tout est fait. On parle que de l'organisation d'Israël. Pourquoi? Parce que quand Israël est uni sous une direction qui est bonne et que chacun connaît sa place, le désert n'a aucune force à pouvoir lui opposer, quel que soit le nombre. Combien de fois le monde a cru en finir avec nous? Pourtant, nous continuons à exister en dépit de la haine et de la jalousie qui nous entourent. Tous les empires qui nous ont asservis ont disparu. Quels que soient les dangers qui nous assaillent, nous triompherons aussi de cette épreuve, à condition de chercher à comprendre la cause pour établir un diagnostic et le traitement adéquat à la guérison. Quelle est la cause? Nous savons, la cause de la catastrophe du 7 octobre est due à la croyance de nos dirigeants et des plus hauts gradés de l'armée que le Hamas, gavé d'argent, n'oserait jamais commettre d'agression terroriste contre nous. De fait, il a commis le plus grand pogrom de l'histoire du peuple juif depuis 500 ans. Pendant des mois, une valise du Qatar était remise à Israël de 30 millions de dollars, qui était remise à Sinwar, je ne sais pas son nom, Marchimo, pour acheter des armes, creuser des tunnels, et nous, c'est nous qui étions les transporteurs de cet argent. Quels sont les hommes dont la foi prescrit de traiter les Juifs comme des êtres inférieurs et qui leur proscrit de reprendre possession de leur terre? C'est les musulmans. L'islam fait peser sur l'État juif une menace de destruction et accroît son emprise sur le monde entier pour qu'il soit soumis à la charia. L'islam sape aussi la société israélienne de l'intérieur et ses citoyens musulmans ne s'en cachent pas. Pourtant, jusqu'à présent, l'opinion publique et ses dirigeants préfèrent occulter résolument cette affirmation effrayante. N'essayez pas d'entendre la critique de l'islam, c'est interdit. Personne n'a le droit de contester, de parler d'une religion qui en plus a le statut de religion d'État et dont les imams sont payés par le Médinat d'Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela. Et si je dis du mal de l'islam, il se peut que je sois demain poursuivi et envoyé en prison. Sur la base de ce déni de réalité, s'est forgée une idéologie
de la paix qui a ruiné la sécurité d'Israël avec les accords d'Oslo, qui a provoqué l'expulsion des Juifs du Gush Katif, la prise de possession par le Hamas de la bande de Gaza, et pour finir, la catastrophe du 7 octobre 2023. Que faire? Que faire? C'est à cette question que je propose de réfléchir ce soir. Voilà pour ma part mes réflexions. Premièrement, la foi, la Emouna, nous sauvera comme elle nous a toujours sauvés dans les précédentes guerres d'Israël, et plus encore depuis notre naissance dans le Sinaï. Le jour où nous avons accepté au Sinaï la Torah, nous sommes devenus un peuple singulier. Notre force intérieure, notre unité, notre attachement à la Torah sont les garants de notre protection. Non seulement nous vaincrons, mais tous nos ennemis disparaîtront comme tous les empires précédents. Les forces du désert d'Amim, Midbar Hamim, sont incapables de nuire parce que le nombre ne compte pas. Il peut y avoir 8 milliards d'habitants dans le monde et nous ne sommes peut-être que 8 millions. Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Quand nous avons la Emouna et que nous sommes à notre place, nous n'avons rien à craindre. Ce principe-là est très difficile à comprendre pour des gens qui voudraient se rouler dans un discours occidental, qui ne peut plus être d'actualité. Pourquoi? Parce que le monde a changé complètement. Il faut bien comprendre une chose, le monde a changé. Nous aussi, nous devons nous adapter pour le dominer, et nous n'avons pas d'autre choix que d'opérer une révolution véritable dans les esprits, ce qui implique des hommes qui ouvrent la voie aux forces vives d'Israël. Notre armée, nos enfants qui le servent ont montré cet esprit de sacrifice et d'amour de leur peuple et de leur terre. Je me réfère à notre tradition. Nous sommes face à Ishmaël et ses 2 milliards de musulmans dans le monde. Que pouvons-nous faire? Notre père Abraham a transformé la nature sauvage d'Ishmaël et a obtenu son repentir et la paix avec son frère Israël. Cette capacité qui est inscrite dans la racine de notre âme est un don de notre père Abraham qui conduit à la fraternité. Grâce à ce don, nous pouvons par l'éducation extirper la haine des générations futures chez nos voisins et faire revenir Ishmaël dans le giron de son père Abraham. Ce sera le début d'une nouvelle ère. Je ne suis pas un rêveur, je ne suis pas un partisan de Shalom Arshav. J'ai exposé dans un livre à paraître comment y procéder, donc je ne vais pas vous ennuyer par les détails. Ce n'est pas lieu ce soir, mais je ne sais pas ce qui émergera de cette réunion. Si certaines de nos idées vous plaisent, elles nécessitent notre union pour qu'elles se propagent et fassent leur chemin. Voilà. Alors, avant que de vous donner la parole, je crois qu'il y a notre ami Cyril qui voulait parler. Alex, où est le truc pour... C'est le chômeur en bas qui avait. Cherchez. Quelqu'un veut prendre la parole? Pourquoi je reviendrai? Je veux bien. Alors, vite. Voilà. Je lui ai dit de prendre un niveau d'un, mais... J'ai une question avant sur ce que vous avez dit. Oui. Il y a quelqu'un qui... Vous avez parlé de deux choses, qui est la singularité de notre peuple depuis la révélation au Sinaï et la foi, qui rend notre destin inaltérable. Vous parlez pour tout le monde, hein. C'est pas un dialogue, hein. Plus fort. C'est une question que je pose. Je posais une question pour mieux comprendre la pensée. Je voulais juste poser une petite question pour mieux comprendre ce qui venait d'être dit. Il y a deux concepts qui ont été soulevés, qui sont la singularité, c'est-à-dire ce qui fait que notre peuple est singulier de par la révélation sinaïtique, et d'autre part la Emouna, qui est censée rendre notre destinée inaltérable sur la terre d'Israël. Et donc la question que je pose est, la foi, avec son développement nationaliste, n'est pas quelque chose d'aussi singulier. En France, il existe un nationalisme breton, un nationalisme corse, il existe un nationalisme basque pour les Espagnols. Et pourquoi pas un nationalisme arabe en Israël, un nationalisme arabe en Algérie. Donc cette foi, avec son développement nationaliste, n'est pas si singulière que ça.
Donc, quand vous parlez de la singularité qui est la nôtre, en quoi cette foi, avec son développement nationaliste, est-elle singulière? C'est la question que je pose pour pouvoir mieux comprendre votre pensée. D'accord. C'est une très bonne question. Bonne question. Pour l'instant, je ne répondrai pas immédiatement. On peut réagir par rapport à la Oui, non, moi je formulation de voulais la dire question. quelque chose par rapport à la question. Vas-y. Vous permettez? Je voudrais dire, ce que vous avez dit n'est plus tellement exact. C'est-à-dire que l'ère des nationalismes, elle est un peu passée déjà. Et elle a été remplacée par une espèce d'internationalisme. Et la preuve, c'est qu'en Europe, ils ont voulu remplacer les nations par quelque chose de supranational. Après la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde a dit c'est les nations qui sont fauteuses de guerre. Et donc, par conséquent, le nationalisme, par définition, avant toute chose, il est coupable. Et quand Israël a été créé, même indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un État juif, le fait qu'il s'agisse d'une nation, alors qu'on avait dit que les nations étaient responsables des guerres, rien que ça faisait que les gens étaient contre Israël. Donc je pense que l'ère des nationalistes, il est passé en réalité. Or nous, on est obligés, on veut rester une nation, et c'est vrai qu'autour de nous, il y a des nations arabes, dans cet endroit du monde, là oui, en particulier. En plus de cela, il y a des faits qui parlent. 48, 67, 73, ce sont des miracles énormes qui se sont déroulés sous nos yeux. Pourquoi? À cause de ce sentiment d'unité et de désir de renaître qui était le nôtre. Ça a suffi pour détruire toutes les nations qui étaient contre nous. C'est le ferment de notre victoire. Si nous avons cette idée en tête que rien ne peut s'opposer à la renaissance d'Israël, parce que Dieu est avec nous, et nous n'avons pas de crainte à se voir à ce moment-là. Si le doute s'instaure, à ce moment-là, c'est Amalek qui prend le dessus. Je vais me permettre aussi de répondre à votre question. Avant de parler de ce dont je voulais parler, je suppose que vous connaissez le Rav Kook, et il a écrit un livre qui s'appelle Orot, et dans ce livre, il explique très clairement que le nationalisme juif ou hébreu n'a aucun rapport avec le nationalisme des autres nations. Notre peuple n'a d'existence réelle que sur notre terre, avec notre Torah. Donc c'est un triptyque, c'est le peuple, la terre et la Torah ensemble ici, qui fait la chose qui est ce que nous sommes, qui est complètement différente. Mais la France est appelée la fille aînée de l'Église. Ils ont leur peuple, avec leur histoire. Ils ont tout le canon biblique du catholicisme. Et ils ont aussi un triptyque. Oui, mais l'erreur que vous, de mon point de vue, que vous faites, c'est que... Moi, je ne fais aucune erreur parce que je ne fais que de poser des questions pour l'instant. J'ai donné aucune réponse, donc je ne peux pas faire d'erreur. Parce qu'une question ne peut pas être erronée. Une question ne peut pas être erronée, mais elle peut être orientée. Et l'orientation que vous donnez à ces questions... Non, je veux sincèrement, je veux sincèrement comprendre la pensée qui vient d'être exprimée. Je vais juste vous répondre par rapport à ça. Par rapport à ça, la grosse différence qu'il y a, c'est que la Torah, c'est pas une religion. On était des religieux quand on était en dehors d'Israël. En fait, la Torah a été rabaissée au niveau de religion. Et effectivement, quand on était en dehors d'Israël, vous pouviez comparer le judaïsme et le christianisme. Mais quand nous sommes revenus sur notre terre, la Torah, c'est pas du tout comparable aux autres religions. En fait, la Torah, soit c'est une religion et les autres, c'est des sectes qui ont réussi, soit les autres sont des religions et la Torah n'est pas une religion. Donc on ne peut pas comparer. Quel rapport entre la Torah, qui n'est pas une religion, et le nationalisme juif en Israël? Le rapport, c'est que la Torah implique que le peuple vive sur cette terre. C'est la base de la Torah. L'Ech Lecha, c'est ça qui est... C'est ma question, en quoi et pourquoi faire? C'est ma question, en quoi et pourquoi faire? Oh, les Goïms! écrit que une existence, il y a le triptyque. Comment on peut dire que la Torah n'existe pas sur la terre, peut exister sur la terre? C'est pas possible. Et sans le peuple? Et sans le peuple. Il y a les Et trois. sans l'armée?
Bon, attendez, moi je vous propose de faire une parenthèse. Vous avez posé une bonne Il question. faut le laisser parler. Il y a eu des éléments de réponse, mais on ne va pas se limiter à ce débat-là. D'accord. Bien que, pardon, avec tout le respect que je dois à monsieur qui a posé la question, je crois que les problèmes de sémantique sont fondamentaux. Parce qu'un des problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés, c'est la réduction à travers toute la fameuse doctrine du wokisme, la fameuse... enfin, tout ce qui s'est passé dans le bouleversement culturel de l'Occident. Il y a une réduction et une trahison sémantique de tout ce qui concerne, entre guillemets, la religion, de tout ce qui concerne le messianisme, entre guillemets, et de tout ce qui concerne... voilà, je veux dire que c'est vrai qu'il ne faut pas bloquer le débat là-dessus, mais en vérité, si on se confronte à la réalité, on se rend compte que les narratifs qui ont été développés nous ont imposé des lectures sémantiques absolument négatives par rapport au judaïsme, par rapport à la Torah. Donc c'est pas, avec toute l'ouverture d'esprit et tout le respect que je vous dois, monsieur, la formulation qui consiste à poser la question en termes de foi qui s'est pervertie en nationalisme, déjà, il y a... J'ai pas dit ça. Non, non. J'ai pas dit que ça s'est perverti. Alors, J'ai posé une question ouverte. C'est pire encore. J'ai jamais dit que ça s'était perverti. On fait une parenthèse. Il n'y a pas de problème. Alors, continue. On est là pour débattre. Alors je me suis permis de répondre à la question, mais en fait, ce n'était pas mon sujet du tout. Et je ne suis pas du tout expert pour répondre aux questions que vous avez posées, donc je ne suis pas la bonne personne. Mais ce n'est pas important. Donc je me présente, je m'appelle Cyril Baruch Kleczewski. Je suis en Israël depuis presque 27 ans et j'ai fait mon ANIA, je suis ingénieur en informatique et électronique. J'ai débarqué directement avec une offre d'emploi d'Intel à Haïfa. Donc j'ai travaillé pendant très longtemps à Intel à Haïfa. Et j'ai démissionné il y a à peu près 3 ans pour faire avancer différents projets que j'ai, dont des projets de start-up et aussi un mouvement qui s'appelle Maspik avec un point d'exclamation. Je suppose que vous en avez pas encore entendu parler. Le mouvement Maspik, c'est un mouvement qui a pour en fait 2 objectifs. Le premier, c'est d'encourager la population israélienne, le peuple israélien à s'unir, parce que en fait, on peut, par rapport au sujet de ce soir, on peut se rendre compte que cette catastrophe du 7 octobre s'est produite à cause de la division dans le peuple, qui a été engendrée par les hommes politiques. Donc le premier but, c'est d'encourager la population à s'unir, donc on vise l'unité et pas l'uniformité. Chacun vient avec, je peux vous expliquer, chacun vient comme il est, donc il y a des gens qui sont religieux d'une certaine manière, d'autres religieux d'une autre manière, d'autres pas religieux du tout. Chacun fait partie du peuple et on ne peut pas se permettre de se couper de n'importe qui du peuple. Tout le peuple est un, de la même façon que Dieu est un. Et donc ça c'est le premier objectif, l'unité mais pas l'uniformité. Et le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que la démocratie fonctionne de manière démocratique. Parce que malheureusement, en Israël, comme ailleurs, dans toutes les démocraties représentatives, la seule chose qui est démocratique, c'est l'élection qui permet de choisir des représentants. Ces gens rentrent à la Knesset et le lendemain des élections font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est pas démocratique. Parce que ces gens, en fait, ils ont été élus par le peuple avec un certain objectif, avec un certain programme. Souvent, le programme, il est soit mis de côté, pas du tout publié, par exemple, dans certains partis, soit il est publié, mais en fait, c'est un document marketing qui est là pour, en fait, voler nos voix, nous convaincre de voter pour un parti politique, que la voix tombe dans l'urne, et dès le lendemain des élections, ça n'a plus aucun poids. Donc notre but, c'est de faire en sorte que la démocratie fonctionne de manière démocratique. Et qu'est-ce que ça signifie, fonctionner de manière démocratique? C'est de faire en sorte que dans cette unité-là, l'ensemble des points de vue des gens soient pris en compte. Le Rav Manitou, par exemple, il donnait une explication que la meilleure voie, c'était la voie du milieu. Et c'est quoi la voie du milieu? C'est pas du tout la voie du centre, c'est pas du tout la moyenne par V.
Parce que la moyenne par V, en fait, ça n'a aucune valeur, c'est par V. Le terme par V est important. Ça n'a aucune valeur, c'est juste une moyenne entre des extrémistes d'un côté ou de l'autre. Je vais bientôt finir. Donc ça n'a pas d'importance. Mais la voie du milieu, c'est pas du tout donc la voie de la moyenne, c'est la voie de la synthèse. C'est de faire en sorte que l'opinion de tout le monde soit pris en compte. Pour vous schématiser ça de manière très simple, imaginez qu'il y a une partie de la population qui veut de l'eau froide pour boire et une partie de la population qui veut de l'eau chaude pour se doucher ou pour se faire du café. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? On doit donner de l'eau tiède à tout le monde? C'est évident que non. En fait, la synthèse, c'est de donner de l'eau froide à ceux qui veulent de l'eau froide et de l'eau chaude à ceux qui veulent de l'eau chaude. Et donc, de quelle manière on veut mettre ça en place? On veut déterminer un programme qui est le programme des citoyens. Les citoyens tous ensemble, on veut déterminer ce que les citoyens veulent dans chaque domaine, en éducation, sécurité, relations internationales, etc. Dans chaque domaine, faire en sorte que plus de 60% de la population veut voir réalisé, c'est ça qui rentre dans ce programme, et c'est ça qu'on veut faire en sorte que ça soit réalisé au sein de la Knesset. Très bien. On reprendra la discussion, parce que après on fera une synthèse. Il y a mon ami Jean-Pierre Guédot qui aussi m'a demandé de pouvoir intervenir. Je vous demande avec plaisir. La discussion est très large. C'est-à-dire que j'ai absolument fait en sorte qu'elle ne soit pas orientée pour que tout le monde puisse trouver l'angle par lequel il veut essayer de joindre le public. Bon, en fait, donc moi je suis, ceux qui ne me connaissent pas, un cinéaste. Bon, évidemment, je réfléchis aussi à ce qui se déroule ici et dans le monde. Donc, voilà. Jean-Pierre Liédot. Je m'appelle Jean-Pierre Liédot. J'ai un livre qui va sortir bientôt qui s'appelle le 7 octobre, Eux ou nous. Eux ou nous. Voilà. C'est-à-dire que c'est un livre où j'essaye de comprendre, enfin j'imagine que ce qui s'est passé le 7 octobre va provoquer quelque chose, un changement dans les consciences en Israël. Et voilà, donc j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient compris, qu'il s'était passé quelque chose, et que désormais c'est eux ou nous. Voilà. Donc cette prise de conscience est, je pense, très importante. J'espère que ça va se concrétiser. Qu'est-ce que tu vois comme manière de la concrétiser? De quelle manière la concrétiser? Je pense que... D'abord, je pense qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'il faut faire un travail, d'abord, pour savoir qui on est. Alors ça, c'est important, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, y compris à travers les manuels scolaires, par exemple, israélien, que l'histoire du peuple juif n'est pas racontée, ou en toute petite partie. Alors, si nous ne savons pas exactement qui nous sommes, évidemment, c'est difficile de faire comprendre à ceux qui nous entourent et qui veulent notre disparition, c'est difficile de leur faire comprendre qu'on a une place tout à fait légitime ici. Parce que disons, la grande explication dans le monde contre Israël, depuis longtemps, mais encore plus aujourd'hui, c'est que les Juifs, en fait, n'ont aucune légitimité aujourd'hui en cet endroit de la terre. Et ce que je dis dans le livre, donc, c'est ça qu'il faut poser comme préalable absolu. C'est-à-dire, on ne peut pas négocier de quoi que ce soit, on ne peut pas parler de quoi que ce soit si, dès le départ, on ne dit pas à notre vis-à-vis, il faut que vous reconnaissiez que nous sommes là de cette terre depuis longtemps. Voilà. Alors, je pense que nous sommes à Jérusalem. C'est une ville où quasiment tous les jours, il y a une découverte archéologique. On sait donc d'où on vient, mais vous avez entendu, vous, qu'il y a eu un colloque international d'archéologie de Jérusalem, ici à Jérusalem?
Moi, depuis que j'ai fait mon allié en 2011, j'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous l'avez manqué. Il y a eu plusieurs. Dont l'un d'eux, c'est moi qui l'ai organisé. Plus fort, pardon. Il y a eu au minimum 2 congrès internationaux sur le royaume de Juda et sur les données épigraphiques. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de publicité parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ça, mais... Non, Madeleine fait de l'archéologie, elle fait un doctorat d'archéologie. Bon, alors, Jean-Pierre, est-ce que vous avez des questions à poser à M. Viedlo? Il y a beaucoup de gens qui effectivement, ont dit c'est tout un jour et qui se sont rendus compte de la situation. Mais ça a duré 2-3 jours et les journalistes ont tout de suite recommencé à plaindre, ont tout de suite recommencé. Et maintenant, il y a encore des afghanotes terribles, tous les mois de Shabbat. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Non, je ne pense pas que tout le monde a changé, évidemment. Mais en tout cas, ceux qui étaient sur place, ceux qui étaient dans le Negev, ceux qui ont subi le 7 octobre, énormément de gens ont changé. J'ai lu pas mal de témoignages, et je peux vous dire que j'en ai lu pas mal, comme ça, dans ce sens. En dehors de ça, y compris dans le Times of Israel, qui est un journal quand même de gauche, ils ont fait par exemple une enquête dans un lycée attends, comment s'appelle cette ville déjà? Yaakov. Comment? Bon, peu importe. En tout cas, ils ont fait cette enquête et sur les 5 jeunes qu'ils ont interviewés, des jeunes de 16-17 ans, tout le monde disait on était très proche des idées de la gauche, mais aujourd'hui on est en train de changer d'opinion. Ça, c'est très important. C'était des jeunes de 16-17 ans. Alors, je crois que, évidemment, je ne crois pas que du jour au lendemain, on va avoir... parce que, vous savez, changer d'opinion, ça veut dire, c'est pas simplement changer d'opinion, c'est se séparer de son clan, c'est se séparer de ses amis, c'est se séparer de beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de gens qui... Mais ceci dit, je connais beaucoup de gens qui ont été dans les manifestations l'année passée, mais qui ne vont plus aujourd'hui. Qui ne vont plus dans les manifestations aujourd'hui. À Tel Aviv. Hein, il y a une question qui veut être posée. Précision. Pour les congrès internationaux de l'Université de Jérusalem, non seulement le premier congrès que j'ai organisé était magnifique, il y a eu un deuxième, et maintenant nous avons reçu de l'argent d'un New-Yorkais qui ne sait pas quoi faire de son argent, qui nous a donné pour 20 ans, je crois, la possibilité de faire chaque année un congrès. Roselyne, tu voulais parler? C'est bien. Dites votre nom avant de parler. Bonsoir, donc, je m'appelle Roselyne Trana-Ben-Soussan. En France, j'ai dirigé des sociétés de services. Ici, je fais du bénévolat depuis 15 ans, depuis l'arrivée en Israël. Moi, j'ai l'assentiment qu'il y a une méconnaissance quand même de l'islam. À savoir que l'islam, c'est quand même une mentalité assez spéciale, dans la mesure où, d'une part, on veut l'assistanat, et à la fois, on veut conquérir le monde. Or, cette mentalité, je veux dire, il faut rentrer dans le minyan de l'islam pour comprendre. Et le problème, ce sont nos dirigeants, je pense qu'ils n'ont pas compris cette mentalité. Alors, est-ce que c'est faute de conseillers compétents? Est-ce que c'est faute de l'éducation? Parce que c'est vrai qu'ici, on a mis l'accent sur la Shoah, et ce qui est légitime, mais on n'a pas mis l'accent sur l'histoire des Juifs en pays arabes. Or, cette histoire-là, elle est très importante, parce que ce que nous avons vécu le 7 octobre, on a beau me dire c'est la Shoah, etc. Je dis non. C'était l'histoire des Juifs dans les pays arabes. Je vous conseille de vous reporter au livre de Georges Ben-Soussan, Juifs en pays arabes, et vous verrez que le 7 octobre, ils n'ont rien inventé. C'est-à-dire, moi-même, je viens d'Algérie, et j'ai grandi avec l'histoire des Juifs d'Algérie,
Et toutes les exactions, tous les viols, tout ce qu'ils ont pu faire, c'était déjà en Algérie. Vous prenez les juifs irakiens, vous prenez les juifs yéménites, vous prenez les libyens. Ils ont tous subi ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc moi, je pense qu'il y a un problème d'éducation ici. On doit apprendre ce qu'est l'islam, apprendre l'arabe, parce qu'on a besoin de gens qui rentrent vraiment dans cette mentalité et se faire conseiller. Il y a des gens comme Mordechai Kedar, il y a des gens chez nous comme Ephraim Herrera ou d'autres qui savent exactement comment agir et surtout ne rien donner, parce qu'en réalité, rien ne leur appartient ici. Ils ont 22 pays arabes, ils ont 54 pays musulmans, ils n'ont que l'embarras du choix. Donc, il faut se reporter à la Torah, c'est-à-dire que soit les Arabes qui sont là, ils sont tranquilles et tout va bien, comme à Abu Ghosh. Ils veulent conquérir, eh bien non, ils ont la guerre, ils veulent partir, ils n'ont qu'à partir. Voilà, ça c'est mon point de vue. Voilà, je signale, Roselyne, qu'il y a parmi nous un spécialiste des Juifs dans le monde arabe qui pendant 1 an nous a enseigné tous les malheurs et les vicissitudes du peuple juif. Peut-être Georges, tu pourrais dire un mot? Voilà, tout est dit. Je pense simplement que... Viens. Ça va. Mais oui. Là, tu ne vois pas. Je pense simplement qu'on essaye de traiter le problème arabe en Israël selon les critères occidentaux des droits de l'homme, de la démocratie et des Lumières, et que c'est tout simplement un langage que le monde musulman ne comprend pas. Il n'y a pas un seul pays musulman qui soit démocratique. Alors, une démocratie de façade qui ne veut rien dire du tout. Ils ne comprennent pas ce langage. Le professeur Cherki a dit qu'il y a un seul moyen de gagner contre le Hamas, c'est de leur prendre un bout de territoire. C'est la seule chose qui leur fasse comprendre qu'ils ont perdu une guerre. Et nous venons avec des critères occidentaux qui n'ont pas lieu d'être. Tout simplement. On est sur des voies parallèles qui ne peuvent pas se rencontrer. Nous venons avec les droits de l'homme. Ça ne veut rien dire, les droits de l'homme dans le monde musulman. Ça n'a aucun sens. Il y a les droits de l'islam, et c'est tout. Et tous les autres n'ont pas de droits. Voilà. Mais alors la question qui se pose, c'est pourquoi nous sommes tellement désemparés par rapport à un gouvernement, à des gouvernements, à des politiciens, à des généraux, à des stratèges qui font un block-out total et qui empêchent même l'expression minimale de ce problème. Sans parler de la Tikchoret, 11, 12, 13, 14 ne parlent pas de cela. C'est interdit de parler de l'islam en Israël. C'est complètement fou. Alors ils ont inventé des notions pour pouvoir se mouvoir dans le problème. Un islam radical par rapport à un islam modéré, ce qui n'existe pas. Il n'y a jamais eu d'islam modéré. Il n'y a qu'un islam tout court. Et alors, ou alors des problèmes territoriaux. On va régler ça par des cessions de territoire et on aura la paix. Et tout cela s'écroule. Mais le problème, c'est que nous n'arrivons pas à démanteler toute cette organisation politique qui nous oppresse et qui nous amène à la catastrophe. C'est terrible cette question-là. Moi, je me pose la question, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je n'ai pas de la réponse. Et je l'attends de vous. Vas-y, je t'en prie. D'abord, en effet, Présente-toi qui dis, qui tu es, je ne sais pas. Moshe Atlan, je suis en Israël depuis 20 ans, je suis informaticien. J'étudie la Torah à mi-temps depuis 30 ans et je travaille. Et donc, il est bien clair que si on n'arrive pas à se dépêtrer du problème du nationalisme arabe en Israël, c'est très précisément pour la raison que monsieur vient de dire, c'est qu'on essaye d'interpréter le problème en termes occidentaux. C'est une évidence qui peut se démontrer de tous les points de vue. Là où je pense qu'on peut apporter un élément de réponse à la question
de savoir alors comment faire, puisque depuis si longtemps on est empêtré dans ce problème et on ne s'en sort pas, à tel point que nos propres dirigeants politiques en Israël semblent tout à fait complices de cette incompréhension. À la limite, c'est plus que de la complicité. Moi, il me semble que l'élément de réponse, il est qu'il ne faut pas être naïf, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Nos dirigeants sont des gens intelligents. Le monde occidental est dirigé par des gens extrêmement intelligents. Ils savent qu'il n'est pas possible de résoudre le moindre problème vis-à-vis du monde arabe en plaquant les canons de pensée occidentale. Ce n'est pas une erreur. La racine du problème est l'antagonisme judéo-chrétien. Toute l'histoire du christianisme, et en particulier du catholicisme, tente de spolier l'identité universaliste du peuple d'Israël. Tous les détails de leur histoire le montrent. Il y a des branches du christianisme qui ne sont pas comme ça, mais le catholicisme romain essaye, depuis sa fondation en l'an 300 par l'empereur Constantin, de spolier ce qui caractérise le peuple d'Israël, c'est-à-dire l'universalisme fondé sur l'unité, sur la pensée de l'unité. Ils ont essayé de nous éradiquer pendant toute l'histoire de l'exil qui suit l'exil de Rome. Il s'est passé ce qui s'est passé après la Shoah en 1948. Les Arabes ne sont que les marionnettes dans les mains du monde occidental qui reste dirigé par sa pensée catholique, qui a muté en pensée républicaine avec les Lumières, mais qui garde le même idéal universaliste. Parce qu'aujourd'hui, le progressisme, le wokisme n'est rien d'autre qu'une mutation de l'universalisme chrétien et sous forme politique laïque. Et si aujourd'hui Israël ne peut pas s'établir, ce n'est pas parce que le monde occidental ne comprend pas le monde musulman, c'est parce que le monde musulman est la dernière arme que le monde occidental a trouvée pour empêcher Israël d'exister de manière épanouie. Très bien, très bien. Voilà, tu as donné une bonne réponse. Alors, je suis en train actuellement de rédiger un livre qui fait le point sur tout, ce sujet-là, par l'étymologie, par l'histoire et par la Torah. On attend avec impatience son livre. Pardon, excuse-moi, tu voulais dire après, viens, comme ça tout de suite. Tu peux parler. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui. Bon, alors moi je viens d'Algérie aussi. J'ai madame qui est intervenue juste avant. Et j'ai beaucoup réfléchi évidemment à toutes ces questions. J'ai écrit 2 livres sur le monde arabe. Le premier c'était pendant le temps où on parlait du printemps arabe. En l'an 2011, comme ça, 2010-2011. Et ce livre, c'était la révolution démocratique dans le monde arabe, si c'était vrai. Et la thèse essentielle que je défends dans ce livre, c'est qu'on ne peut pas parler de démocratie dans le monde arabe lorsqu'il n'y a pas de démocrates. Ou alors il y en a tellement peu, on ne peut pas faire une démocratie avec maximum 5 personnes, de gens qui savent à peu près qu'est-ce que c'est la démocratie et qui sont vraiment pour la défendre, cette démocratie. Et le deuxième livre, c'est le monde arabe face à ses démons. Et il y a 3 démons que je signale. Le nationalisme étroit, disons arabe, arabo-musulman, l'islam, et le troisième, c'est le tabou des tabous, c'est les juifs. Hein, c'est comme ça, sur quoi se bâtit le monde arabe. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit maintenant par Moshe, parce que je pense qu'il ne faut pas faire des Arabes ou des musulmans les marionnettes du monde occidental. Le monde arabe a eu une histoire complètement différente avec la naissance de l'islam. Et à partir de là, à partir de là, c'est vrai que on peut trouver à peu près la même chose dans le comportement de l'islam que dans le comportement chrétien. C'est-à-dire, il y a en quelque sorte, si je devais résumer, on essaye de voler le message et
pour qu'on puisse ne pas dire qu'on l'a volé, qu'on est en train de plagier, on essaye de tuer le messager. Soit on le tue directement. On sait très bien que le prophète Mohammed lui-même, il a participé à l'égorgement de entre 600 et 900 juifs à Médine, qui s'appelait à l'époque Yatrib. Et c'est marqué dans les textes, notamment dans la Sira, qui est le livre de l'autobiographie du prophète. Alors, après ça, Mohammed, avant de tuer les Juifs, il avait essayé de les séduire. Et donc, la direction de la prière, c'était vers Jérusalem. Hein, on le sait. Ensuite, où est-ce qu'ils ont fait ils ont fait le Haram al-Shirif. Où est-ce qu'ils l'ont fait? Comme par hasard, ils l'ont fait où il y avait le mont du Temple. Hein. Après, les Juifs, ils ont eu leur choix. Ben nous, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu notre Nakba. Et je pourrais... le mont du Temple, on l'appelle Beit HaMikdash, et ils vont l'appeler Beit Magdis. Vu qu'en arabe, il n'y a pas le che devient S, etc., etc. Il y a un vol, ce que j'appelle un vol d'héritage. Un vol d'héritage. Pourquoi? Parce qu'il manque une histoire. Il n'y a pas d'histoire nationale. Pourquoi il n'y a pas d'histoire nationale dans le monde arabe? Parce qu'il n'y a pas de nation, tout simplement. Hein, et c'est pour ça que l'islam a un rôle si important. Parce que c'est le seul facteur unifiant. Sinon, tout le monde arabe, moi je viens d'Algérie, je peux vous dire, mais c'est comme ça dans l'ensemble du monde arabe, c'est le monde des tribus, c'est le monde, disons, ici c'était les grandes familles propriétaires fonciers, etc., arabes, et donc, c'est pour ça que je conteste l'idée qu'il y ait un nationalisme même palestinien. Vous voyez, aujourd'hui, la seule chose qui unit, c'est d'être contre Israël. C'est ce que j'appelle les nationalismes contre. Alors que les vrais nationalismes, comme par exemple le nationalisme sioniste, c'est un nationalisme qui construit. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'intellectuels. Tandis que dans tout le monde arabe, si vous constatez, parmi les chefferies, il n'y a jamais d'intellectuels. Les intellectuels, quand ils ouvrent la bouche pour dire quelque chose de différent, soit on les tue, soit on les met en prison, etc. Alors, je voudrais vous signaler juste que, par rapport à la dame qui a parlé d'Algérie, que j'ai fait un film qui s'appelle Algérie, histoire de ne pas dire, et justement, il y a 4 parties, 4 histoires de massacres. Ce qui fait que quand il y a eu le 7 octobre, pour moi, c'était comme un remake, comme a dit madame. C'est comme un remake. Alors, il y a beaucoup de gens ici. Ce qui est terrible, c'est que ce que je trouve terrible, quand je suis arrivé en Israël, c'est de voir que ce pays, ce tout petit pays, est entouré uniquement par des gens qui ne pensent à le faire disparaître du matin au soir. Hein, et c'est comme si nous, on était, comme s'il n'y avait rien ne se passait, comme si on n'était pas en guerre permanente, parce qu'on est en guerre depuis plus d'un siècle, en fait. Jean-Pierre, je suis obligé de t'interrompre parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent parler, mais le message est passé. Et après, je me permettrai de donner aussi mon point de vue, comment sortir, briser ce que j'appelle la tenaille de Esav et d'Ishmaël contre nous. Mais enfin, il y a non, viens ici. Imaginons que j'habite pas sur la Terre, je sois un martien. Je débarque et je vois le feu dans toute la planète. Et je cherche la raison, on me dit c'est lui là. Un petit confetti comme ça. Donc il faut être belge ou kurde pour pas comprendre qu'il se passe quelque chose qui nous dépasse. Parce qu'on a, par cette marloquette qu'il y a eu entre nous depuis un certain temps, a fait que ça déborde et que tout le monde se mette contre ce pays. Il y a des pays qui sont contre nous, ils ne nous connaissent pas, ils n'ont pas de juifs chez eux, mais voilà. Alors, je bloque, parce que je me dis comme ça, je cherche la raison. Parce qu'en Allemagne, c'était seulement un pays qui était nazi, c'était pas la planète. Là, on a la planète contre nous. Oui. Alors, je me dis comme ça, vous serez une lumière pour les nations. Alors? Ah, là, j'aime bien comme réponse. Alors, on est une lumière, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors forcément qu'on est tous partis pris au moyen de vengeance, au moyen
de plein de choses, mais quelque part, on a fait une faute. On a fait une faute, on a tendance à l'oublier ou on veut l'occulter. On a fait une faute, on a planté au niveau de la garde. Il y a eu des démissions, il y a eu des manquements, il y a eu des carences dans la surveillance, parce que c'est des frontières les plus sûres du monde, et là, comme bizarre, tout le monde est rentré en mobilette, en cerf-volant, un truc comme ça. Il y a de quoi se questionner. Alors c'est vrai qu'on pleure, on sait faire la guerre, mais tu t'imagines le nombre de télévisions qui nous filment quand la planète regarde notre guerre, mais tu as l'impression de voir Interville. C'est Interville. Ils ont le sourire, ils dansent, regarde les manifs à Tel Aviv. Mais c'est beau ce pays, même s'ils sont contre, même s'ils sont gauchistes. Mais regardez cette richesse, regardez cette joie, regardez cette simra, regardez cette création. Et quelque part, je ne veux pas aller au-delà, parce que je ne suis pas devin, mais le questionnement, il est fondamental au niveau planétaire. Voilà. Bon, sur ta question, on va rester sur une autre question quand même. Là, il y a une question ici, Alex, depuis tout à l'heure. Alors. Parle fort. Venez. Ma question est Il faut présenter les gens. Comment? Présenter les gens. Oui, mais il faut que je les connaisse aussi. Non, mais quand elles arrivent, Alors, présentez-vous. Oui, alors je m'appelle Meïra Barrère. Je pense que beaucoup de gens me connaissent ici. Je n'avais pas une très grande intervention, une très grande question, mais je voulais m'adresser à la personne précédente, c'est-à-dire vous, parce que vous avez, dans votre exposé, vous avez posé une question, et ensuite vous avez dévié, on n'est plus revenu à la question. Je n'ai pas dévié, on m'a dit qu'on passait, on répondait. D'accord, alors vous n'avez pas dévié, alors moi je vais revenir à la ligne droite, d'accord? Vous avez dit que nos dirigeants sont des gens intelligents, que le monde occidental, ce sont des gens très intelligents aussi. Alors moi, je reviens donc à ma question. Qu'est-ce qui fait que nos dirigeants très intelligents, comme vous l'avez souligné, ne se rendent pas compte de ce qui est démontré partout, à savoir l'islam, ce qu'est l'islam et ce que veut l'islam, comme on le sait à peu près tous maintenant, parce qu'on a beaucoup entendu d'intervenants sur l'islam, et puis quel est le Hamas, quel est son objectif qui ne changera jamais, qui est immuable, c'est notre destruction, d'accord? Alors, donnez-moi une réponse, comment se fait-il que nos dirigeants très intelligents, ne soient pas au courant? Alors, je vais vous donner peut-être une petite réponse, et ensuite, moi, ça fait 40 ans que je me suis posé la question, je suis rentré dans l'islam, et quand j'ai compris, ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête, et j'ai voulu le dire à tout le monde. Mais personne, c'est comme si je parlais dans le désert. Et plus je parlais, plus on prenait pour un idiot. Donc, j'ai compris pourquoi. Parce que la réponse est toute simple. Nous sommes 8 millions dans le monde. J'élague beaucoup. Et il y a contre nous 2 milliards de musulmans. Et la question de 2 milliards, eh bien, ça ne se règle pas par une réponse universitaire. Voilà. Ça s'appelle l'esprit de Munich. Oui. Non, mais qu'il y ait 2 milliards de musulmans de par le monde, il y a quand même un petit positionnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas positionné au bon moment. Mais parce que nous sommes dépendants des États-Unis. Non, je ne suis pas d'accord. Nous sommes un satellite des États-Unis. Je ne suis pas d'accord. Si vous me permettez de répondre. Oui, monsieur, je vous en prie. Donc, la réponse que je propose, c'est de dire tout simplement que, en effet, vous avez raison. La deuxième partie, je l'ai oubliée. Nos dirigeants sont peut-être les seuls dans le monde qui ne comprennent pas, eux. Ah bon? L'Occident le comprend très bien, Oui. et c'est à dessein qu'ils le font. C'est vrai, Jean-Pierre, que le monde musulman n'est pas un instrument dans les mains du monde occidental, dans son ensemble et dans son histoire globale. C'est plutôt le contraire. Mais du point de vue de la géopolitique du problème israélo-arabe, il l'est. De ce point de vue-là, je n'ai pas dit que dans son ensemble, il était instrumentalisé par l'Occident, mais de ce point de vue-là, sur la géopolitique israélo-arabe, il est instrumentalisé par l'Occident. La preuve, c'est que si les Arabes peuvent nous faire autant de mal, c'est parce qu'ils ont la porte ouverte par l'Europe et l'Amérique. Donc, maintenant, pour répondre à la question de manière très simple et très directe, la raison est la culture ashkénaze de la direction politique israélienne depuis la fondation. Voilà. Eux, ils ne comprennent pas l'Occident parce qu'ils véhiculent la culture occidentale.
Et cette culture, non, le sionisme fondateur véhicule la culture occidentale, et c'est la raison pour laquelle ce sont eux qui ont fondé l'État d'Israël et pas nous les Sfaradim. Parce que nous véhiculons la culture arabe, et que la culture occidentale, c'est analyser, rationaliser, organiser et œuvrer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et le monde arabe ne sait pas faire ça, mais il sait lever des foules. Il sait lever des foules dans des mouvements spontanés. Donc aujourd'hui, si nos dirigeants font cette erreur de plaquer un modèle occidental sur le problème israélo-arabe, c'est parce que ce sont des Occidentaux. Et donc, si maintenant cette analyse permet de se projeter dans la solution, je dis la solution, voilà, les gens ici ont l'air d'être porteurs de visions assez connexes. Et je dis la solution, c'est de faire un parti politique qui soit mu par une pensée judéo-arabe, c'est-à-dire séfarade, y compris avec ceux du Edot HaMizrach du monde juif oriental. Et il est temps, à mon avis, que le monde judéo-arabe, c'est-à-dire séfarade et oriental, prennent une part significative dans la politique israélienne, ce qui n'a jamais été le cas, pas pour spolier, pas pour évincer, mais dans une idée de synthèse, justement, pour apporter un éclairage qui fera qu'on sortira de ce problème-là, évidemment, en revenant au fondement de la haine. Moi, je voudrais dire quelque chose quand même. La division. Non, je voudrais quand même dire quelque chose. Absolument pas, absolument pas. Absolument pas. Attendez, Le Chasse n'est qu'un parti corporatiste religieux qui ne s'intéresse pas à la politique israélienne, mais qui s'intéresse aux intérêts corporatistes d'une corporation religieuse, comme les partis religieux ashkénazes. Excuse-moi, pour te plaire, je vais donner la parole à un ashkénaze qui s'appelle Léon Rosenbaum. Et aussi à vous. Bah oui. On est une minorité, mais on existe quand même. Léon. Bon, je m'en vais, mais je vous dirai plus tard ce que je pense. Allez, après, vous pourrez le dire devant tout le monde. Bien. Nous sommes une génération qui avons beaucoup de chance parce que nous avons rencontré Manitou il y a de longues années. Et Manitou, depuis longtemps, nous a expliqué tout ça. Tout ce que vous venez de dire, qui est parfaitement exact, à quelques exceptions près. Moi, je l'ai appris aux sources de la Torah. J'ai pas étudié Manitou, mais je sais que... Moi, je suis arrivé en Israël il y a 48 ans, et j'ai commencé ma carrière, je suis juriste, j'ai fait mon droit en France, j'ai commencé ma carrière au ministère de la Justice. Et là, déjà, j'ai rencontré des spécialistes du monde arabe et des juifs du monde arabe qui écrivaient déjà des livres sur la situation des juifs dans le monde arabe et les dépossessions monstrueuses des juifs du monde arabe et le fait que ceci devait être exprimé et déposé à l'ONU dans le même temps que les Arabes, les Palestiniens se plaignaient d'avoir été dépossédés de certains biens sur le territoire israélien et qui aujourd'hui sont arrivés à des milliards. Ils ont fait ils ont continué toutes ces années et ils ont fait des évaluations complètement dingues, c'est-à-dire des centaines de milliards qu'ils leur seraient dus. Sauf que, bien que l'État d'Israël, depuis très 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 longtemps, et pas depuis un réveil récent, et pas comme vous l'avez décrit, ce sont les Ashkénazim qui ont tout le pouvoir, ils sont tous occidentaux, et nous les séfarades, on n'a pas réussi à transmettre quoi que ce soit. C'est pas vrai. Pas vrai. Pourquoi ? Il y a une toute petite minorité
au sein du peuple d'Israël qui s'est complètement déjudaïsé. Et ce n'était même pas le cas des fondateurs de l'État. Les premiers fondateurs, ceux qu'on appelle les pères fondateurs, en 1948 et dans les années 50, étaient des gens qui avaient étudié en yeshiva, qui avaient une très bonne connaissance de l'identité juive. Ce sont leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants qui se sont éloignés et qui sont restés, à cause de l'éducation. et qui sont à cause d'une éducation déplorable chez les Chilonim, et qui ont fait qu'ils sont devenus, ils sont devenus les Occidentaux. Mais ils ne sont pas seuls à faire marcher le pays, c'est pas vrai. Il y a toutes sortes de gens, et il y a même une majorité de gens en Israël qui sont attachés à l'identité juive, très fort, et pas seulement chez les Séphardim. Il y a beaucoup de problèmes, parce qu'il y a aussi les Haridim, et que les Haridim, c'est encore un problème différent. Puisqu'ils viennent de dire encore, si vous ne payez pas, on part. Il vaudrait peut-être mieux d'ailleurs. Maintenant, il me semble qu'une assemblée comme celle-là, à Kahal, à Kadosh, ne devrait pas continuer à se poser les problèmes généraux de l'État d'Israël que nous avons compris parce que nous avons eu les bons maîtres. Nous devrions passer à l'acte. Passer à l'acte, aujourd'hui, c'est très clair. Les Juifs de France sont dans un disper, dans une situation de panique totale. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'ALIA n'est pas évidente. Un certain nombre de personnes ici ont donné du temps et de l'énergie pour l'ALIA. Votre serviteur en particulier, notamment. Pas en particulier, notamment. Et donc nous savons, ceux qui ont fait, savent que ça ne va pas de soi, même dans la panique. Notre rôle à nous, aujourd'hui, si on a un rôle, c'est pour commencer investir auprès de nos proches, ceux qui nous restent encore là-bas, ceux que nous connaissons, ceux à qui nous pouvons parler. Mais venez, c'est maintenant, venez, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Mais regardez votre avenir. Premièrement, dans quelques semaines, si passe le gouvernement d'extrême droite, comment elle s'appelle ? Marine Le Pen, il n'y a plus de shrita en France. Vous ne pouvez plus manger cachère. Et on ne peut plus importer de la viande cachère en France. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Mais regardez où vous êtes. Excusez-moi, pourquoi l'argent, avec le potentiel qu'il y a en France, pourquoi la Sorte-nous ne donne pas de l'argent à la l'ALIA de France ? Et l'argent va en Amérique latine. Je ne comprends pas. Excusez-moi, pourquoi, avec un tel potentiel, je répète, on a posé la question, Netanyahou a fait faire un rapport à Dov Maimon, pourquoi n'y a-t-il pas plus de Juifs de France qui font l'ALIA ? Réponse, vous ne voulez pas des Juifs de France. Trois fois, alors écoutez, là encore, excusez-moi de parler d'expérience, mais moi je parle de la situation il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans. Donc il n'y a rien de nouveau. Il n'y a absolument rien de nouveau. Il y a un problème très grave, d'abord chez les Juifs de France eux-mêmes, les institutions juives de France. Je vais vous expliquer une chose. Je parle maintenant de ce qui s'est passé en 1984 à 88. Dans ces années-là,
les Américains, l'association des immigrants américains recevait 700 000 $ par an. L'association des Anglais recevait 900 000 $ par an. Et les Français, peut-être 20 000 $ par an. C'est l'organisation que j'ai trouvée quand j'ai été élu président de l'association. Il a fallu ramer pendant de longs mois, avec des menaces, pour obtenir, après 3 ans, 25 000 $ par an, qui était merveilleux pour faire fonctionner une association. Et pour nous, c'était vraiment... Alors, il n'y a rien de nouveau, mais pourquoi était-ce ainsi? Eh bien parce que les Anglais avaient dit à la Sortnout, on fait la collecte pour Israël, avec des gens qui donnent, mais si vous ne donnez pas 900 000 $ à notre association d'immigrants, nous on prend sur cette somme et on lui donne directement. Les Américains, la même chose. Et les Français, quand je suis allé les voir, parce que je suis allé les voir, ils ont dit, mais ils m'ont même pas donné la parole à leur assemblée générale. Bref. Alors, d'abord, nous occuper d'Alia. Oui, mais attends, Léon, j'ai arrivé avec un peu de retard parce que avant que tu viennes, on a englobé beaucoup d'autres problèmes qui nous semblent encore beaucoup plus importants que l'Alia des Juifs de France, parce que nous sommes actuellement, nous, ici en Israël, dans une situation encore beaucoup plus grave, parce que nous avons un danger intérieur d'une société qui est complètement désorganisée, décérébrée, et un danger, face à un danger mortel qui est l'islam, et face à un danger mortel qui est le Hamas. Et comment devons-nous nous situer? Il n'y a pas simplement le problème des Juifs de France qui grâce à Dieu, dorment encore. Alors, je voudrais répondre aussi à ça brièvement, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. D'abord, on a une tendance à l'exagération. Ce n'est pas vrai que l'État d'Israël soit désorganisé aujourd'hui. C'est pas vrai. Alors qu'est-ce qu'il te faut? Non. Nous avons de l'eau. Vous savez, ceux qui ont la mémoire juive, et 3 de mes grands-parents sont morts à Auschwitz. Vous n'avez pas dit qu'on est désorganisé. Vous avez dit qu'on fait face à un problème existentiel avec une haine arabe, d'une puissance qui est relayée dans le monde entier. Il n'a pas dit que c'est désorganisé. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Il n'a pas dit que le monde est désorganisé. Non, c'est ce qu'il vient de dire. Non, il n'a pas dit ça. Simplement. Il n'a pas dit ça. Écoutez, donc peu importe, on ne va pas... D'accord, si vous voulez parler de ça, vous pouvez, mais monsieur n'a pas dit ça. Il a dit ça, exactement. Continue. Nous avons ceux qui ont la mémoire du passé juif et bien entendu des pogroms en pays arabes et des pogroms en pays européens chrétiens, savent ce que ça veut dire une guerre. Une guerre, ça veut dire des destructions. Chez vous, ça veut dire, et pas seulement des morts, ça veut dire il n'y a plus à manger, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau, ça veut dire que... Qu'est-ce que tu crois qu'on va attendre ce moment-là pour dire... Mais on n'attend pas ce moment-là. On dit simplement, on fait un bilan. Où sommes-nous vraiment? Nous avons des magasins pleins de nourriture. Nous avons tout ce qu'il faut, en tout cas au centre du pays. En tout cas au centre du pays. Maintenant, ça n'est pas parce que les médias, les principaux médias sont dingues, ils sont dingues, ils sont dingues, que tout le pays est dingue. C'est pas vrai. Les soldats sont pas dingues, ils savent pourquoi ils se battent, et ils se battent. Et ils meurent parce qu'ils sont dirigés par des hommes qui ont amené la catastrophe du 7 octobre et qui nous promettent une autre catastrophe du 7 octobre prochain. Alors c'est pas toute l'armée, mais non.
Et on n'a pas parlé de toute l'armée, mais je te parle de la direction de l'armée. Non, mais regarde. Tu as des déclarations du Premier ministre qui te dit on va jusqu'au bout. Tu as des déclarations du ministre de la Défense qui te dit on va jusqu'au bout. Regarde. Mais ce sont des paroles, c'est ça. Non, mais ce sont mais des paroles. Mais non. Quand le Premier ministre d'un pays parle, c'est pas des paroles. C'est des paroles. Mais ce sont que des paroles. Mais non. Mais oui. S'il vous plaît. Non, je ne sais pas si vous avez certainement entendu hier que on allait arrêter à Gaza de 8h du matin à 19h, on allait arrêter la guerre. Bon, mais c'est pas ça qui est le plus grave. Le plus grave, c'est que ni le Premier ministre, ni le ministre de la Défense n'étaient au courant. Ils n'étaient pas au courant. Donc, il ne suffit pas de dire que le Premier ministre il dit ceci ou il dit cela. Le problème est quel est son pouvoir réel. Aujourd'hui, et depuis l'année passée, on l'a bien vu, on est face à une tentative de prendre le pouvoir d'une manière putschiste, en faisant un véritable coup d'État. C'est ça qui est visé depuis l'année passée. Ce n'est pas la réforme judiciaire. Et aujourd'hui, ce n'est pas le problème de la guerre, arrêter ou pas la guerre, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a un clan, on appelle ça le Deep State, celui qu'on ne voit pas, cet État qu'on ne voit pas, mais qui est réellement plus fort que l'État. Il est plus fort que la Knesset. Aujourd'hui, la Knesset est complètement, a perdu complètement son pouvoir. Je crois qu'il y a beaucoup d'exagération. Aujourd'hui, pardon, il s'est passé plein de choses depuis 8 mois. Vous avez entendu parler de la Knesset qui appelle à une grande initiative. Les partis politiques. Ce qui exagère, ce sont les faits. Les partis politiques, qui existent aujourd'hui, même qui sont de droite. Ouais, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Aujourd'hui, tous les jours, toutes les semaines, aujourd'hui, on a commencé une semaine de protestation. Si tu me permets Aujourd'hui, est-ce qu'on a une manifestation de gens qui pensent comme nous? C'est la majorité dans ce pays, mais on ne les appelle pas. Il faut qu'ils sortent dans la rue. Il faut que le monde entier sache que la majorité du peuple, elle n'est pas du côté de ces gens-là. Mais pourquoi c'est comme ça, Jean-Pierre? C'est à cause de la pression internationale qui adopte le narratif palestinien et qui ignore complètement les justifications israéliennes. C'est encore une question de pression internationale. Par rapport à ce que tu as dit, je voudrais juste ajouter une petite chose, c'est que contrairement, je crois, à cette idée que le monde occidental manipulerait, le monde arabe, je crois que c'est le contraire qui est en train de se passer. Et c'est exactement le contraire. C'est le monde arabe islamique qui aujourd'hui est en train de manipuler l'Occident de différentes manières, d'une manière politique. Il faut lire les livres de Batiyor, notamment Eurabia, pour comprendre qu'il y a eu un accord, un deal entre le monde arabe, les 57 pays, et puis l'Occident. Et ça a été quoi le deal? Le deal, c'est on vous donne notre pétrole et vous soutenez la Palestine. C'est-à-dire, en fait, vous soutenez un mouvement qui est contre Israël. Voilà, c'est ça le deal. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe aux États-Unis aussi. Toutes les universités aujourd'hui, elles sont financées par qui? Par le Qatar. D'accord? Et d'une autre manière, la France, puisqu'on est francophone, on sait ce qui se passe en France. Au début, on a dit, avec tous ces musulmans qui arrivent en France, comme c'est un pays laïque, démocratique, etc., il va y avoir un islam de France. Ça va changer. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement le contraire. Ce n'est pas un islam de France, c'est la France qui a été islamisée. Alors, nous avons beaucoup de chance ici. Léon termine son intervention et je vous donne la parole. Le Deep State, qu'est-ce qu'ils veulent? Le Deep State, ils veulent détruire le pays, qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne comprends pas. La Ticholette, la Mishtara, le Mishpat, tout ça, c'est anti-Israël. Ils veulent qu'on devienne un satellite des États-Unis qui sera vivant sans être un État juif. Et eux seront les dirigeants. Nous avons beaucoup de chance ce soir, beaucoup de chance parce que nous sommes d'accord. Je suis d'accord avec tout ce qui a été. Mais on ne dirait pas, mais après il dit qu'il est d'accord. Mais avec des nuances. Et ce sont les nuances qui parfois font la différence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous cédons
à cette exaltation. Ils sont en train de nous vendre complètement. Le pays est vraiment perdu. Non. C'est juste le moment où il faut regarder bien les différences entre les gens, entre les déclarations et entre les pouvoirs des gens. C'est parfaitement exact que ces derniers jours seulement, le Ramatkal, comment dire, le commandant chef, le commandant des armées, s'est lancé, est extrêmement borderline. C'est-à-dire, il est pratiquement en train de faire un putsch militaire. Mais c'est seulement pratiquement, parce que malgré tout, le gouvernement élu ne se laissera pas faire. C'est pas sûr qu'ils en aient la force. C'est le pouvoir du capital international qui est aux mains du progressisme aujourd'hui. C'est pas rien, la force de l'argent. Parce que la réforme, le mouvement contre la réforme, il tirait sa puissance du pouvoir économique. Mais oui. Maintenant, on entend Madame Cherki. Elisheva Cherki est la femme d'Eliezer, que nous connaissons tous, qui est un grand spécialiste de l'islam, qui n'est pas venu malheureusement. Je voudrais juste faire des petites, des petites rectifications à ce qui a été dit. Et d'abord pour ce qui est de la NADA, la direction de l'État, c'est pas qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, effectivement, ils ne savent pas et surtout ils ne veulent pas savoir. Je le sais de sources absolument sûres, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas de conseillers, ils ne veulent rien. Quand Begin est monté au pouvoir, il a fait venir le professeur Moshe Sharon, qui est je pense qu'il n'y a pas de meilleur spécialiste en Israël de l'islam. Il l'a fait venir, il l'a renvoyé après 3 mois. Renvoyé, parce que ce que lui disait le professeur Sharon ne correspondait pas à son idéologie. Et donc, il ne pouvait pas travailler avec lui. Et donc, il l'a envoyé bouler. Et c'est comme ça tout le temps. Tout le temps. Donc non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer. Oui, c'est pas qu'il faudrait qu'ils sachent, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas. Nous sommes d'accord. Ils ne veulent pas et ils ne voudront jamais. Donc ils vont nous entraîner, à la catastrophe. Non, donc il faut d'autres gens. Ces gens-là ne voudront jamais. Il ne faut pas rêver. Mais ils ne voudront jamais. Donc tant qu'il n'y aura pas d'autres gens qui, eux, comprennent cette situation et l'islam, ça ne fonctionnera jamais. On n'arrivera jamais. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Je ne veux pas rappeler ce que disait Bialik. Il disait qu'il n'aimait pas les Arabes parce qu'ils ressemblaient aux séfarades. Il y a là un refus de cette façon de comprendre le sort du peuple d'Israël et son destin et son histoire. Alors moi je pose, avant de te libérer, je veux poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait répondre à Elisheva? Je n'ai posé aucune question pour le moment, donc il n'y a pas besoin de répondre. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce que dit Elisheva, qui est tout à fait exact? Elle veut poursuivre. Hein? Elle veut poursuivre. Ah bon? Tu veux dire autre chose? Oui. Vas-y. Madame, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom. Vous avez dit que les Arabes, ils sont d'un côté conquérants et de l'autre côté, ils vivent de l'assistanat. Ça, c'est exactement la mentalité bédouine. C'est-à-dire, non, c'est la mentalité bédouine, c'est-à-dire, ils vivent sur l'habitant. Et quand il n'y a plus, alors on va soit chercher un autre habitant, mais c'est leur façon de vivre. C'est comme ça, et c'est comme ça pour tout le monde arabe. Tout le monde arabe, c'est comme ça. Maintenant, ce que vous avez dit, monsieur, sur le fait que l'Occident se sert des Arabes, c'était vrai. Et réciproquement, comme dit Jean-Pierre. Très bien. C'était vrai. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ça fait des années qu'ils se servent du problème palestinien pour ça. C'est pour ça que l'ONU ne change pas le statut des réfugiés. Ils sont les seuls à en bénéficier. Et tout ça. C'est vrai, mais c'est fini. C'est fini. Parce qu'ils perdent la main. Ils se figurent qu'ils peuvent se servir des Arabes. Mais ce n'est pas vrai. Maintenant, c'est les Arabes qui se servent d'eux. Pourquoi? Parce que dans la conception de l'islam,
Il y a des lois, il y a des règles de fonctionnement. Ils sont en train de perdre la main. Mais ils l'ont encore. Non. On le voit aujourd'hui. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Les Arabes, quand ils sont pas chez eux, c'est-à-dire pas dans le Dar el-Islam, ils sont dans le Dar el-Harb, donc ils doivent conquérir. Mais tant qu'ils n'ont pas conquis, tant qu'ils n'ont pas le pouvoir, alors ils ne sont pas obligés d'embêter le monde. Ils ne sont pas obligés. Mais à partir du moment où ils ont une portion de pouvoir, et cette portion de pouvoir, elle se manifeste par la démographie. Quand ils ont un certain pourcentage de la population générale qui est musulmane, à ce moment-là, ils sont contraints, même s'ils n'aiment pas ça, même s'ils ne le veulent pas, ils sont contraints de faire la guerre. Et ça, ce pourcentage, on y est déjà largement en Europe, parce que les données statistiques, elles ne sont pas exactes, vu qu'on n'a pas le droit de compter les gens suivant leur religion. Suivant leur religion. Et ils y sont largement, et donc ils fonctionnent comme ça. C'est ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Ils ont insulté le prophète, et bien ils se sont fait tuer parce que c'est ça. Mais vous êtes d'accord que sans les pressions internationales actuelles occidentales, on leur aurait réglé leur compte. Au Hamas déjà. Non, on leur aurait pas réglé leur compte. Parce que c'est pas les pressions internationales qui nous empêchent de faire ce qu'on a fait. Non, la manière de fonctionner de Tsahal maintenant, de ce qu'on appelle la Ktsuna Bechira, c'était vraiment le Matkal, enfin l'état-major et tout ça, donc vraiment les officiers supérieurs, tous ceux qui sont allés, qui ont été envoyés, parce que c'est un programme obligatoire, tous ceux qui ont été envoyés en Amérique pour se former dans les... Ils ont intériorisé la pensée occidentale. Dans les mechlalot militaires américaines, eh bien ils sont tous en fait formatés maintenant. C'est ce que je dis. Et donc, on est bien d'accord. Atzimut Nemucha, on n'est pas là pour gagner, on n'est pas là pour ça. Et tout ça. Je rappelle que Ehud Barak, là maintenant, est invité à la grande à faire une conférence pour les officiers supérieurs. Alors, faut pas rêver. Ensuite, encore quelque chose. Le Mevaker Medina, le contrôleur de l'État, a exigé qu'on fasse maintenant les enquêtes nécessaires au sein de l'armée pour voir qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre. Et le Bagas a rejeté. Et qu'est-ce qu'il a fait, Bibi? Rien. Il n'a rien dit. Alors que c'est parfaitement illégal de la part du Bagas d'interdire que soit fait cette truc. Ils sont tous complices, il ne faut pas se leurrer. Donc on a bien au gouvernement des gens qui sont formatés par la pensée occidentale. Absolument. Et qui sont actionnés par l'Occident de l'extérieur. Et que la seule solution, c'est de changer le leadership. Voilà, mais il faut le changer. On ne peut pas les transformer. Et en Israël, ça se manifeste par un leadership plus séfarade. Exactement. Alors on est d'accord. Moi, je ne me pose pas de questions. Je pense que tout ce qu'on a dit là, beaucoup de choses qui ont été dites là, on est au courant et on a appris beaucoup d'autres choses. Maintenant, c'est très bien. Maintenant, Tarnès. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de démarrer quelque chose tout de suite? J'ai dit un parti politique sfarade avec une pensée sioniste. On a lancé. Voilà. Tout à l'heure, il y a une idée qui a été lancée, un mouvement qui s'appelle Masplit, c'est ça? Avec un point d'exclamation. Avec un point d'exclamation. Moi j'ai entendu, il y a un autre mouvement qui s'appelle Vivron à Révi ou à Chichi, comment ça s'appelle? À Révi. Il faut que ces choses-là démarrent sérieusement. Abraham, mon fils, nous, a une idée. Voilà, nous, à notre domaine, à notre niveau, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel genre d'action on peut faire? Une lettre, écrire quelque chose. Voilà. On arrête de discuter, on arrête de présenter les choses. Voilà. Mais pourquoi tu tapes sur la table? Avant d'agir intelligemment, il faut un bon diagnostic. Hein. Moi, je pense que, comme dans la ferme des animaux de George Orwell,
On connaît tous la fin de l'histoire. Les cochons, ils ne sont pas partis tout seuls. Les cochons, ils ne sont pas partis tout seuls. Tous les animaux, ils ont vu des loups autour de la ferme. Ils ont vu les cochons qui étaient en minorité et qui ont pris la force de tout ce qui se passait dans la ferme. Et ils sont partis que par la force. Donc la force. Un parti politique, ça ne va pas aider. Même si vous êtes en majorité. Ça veut dire que vous voulez faire un coup d'État? Voilà, ils ont On est l'État. Voilà, exactement. D'accord, donc ça c'est une pensée putschiste. C'est nous l'État et donc on le prend la force de droit. Mais non. Quoi? Le peuple a droit de démissionner, de dire au Ramatkal, allez chez vous à la maison. C'est pas un Mais coup comment d'État. vous faites? Vous n'avez pas les manettes du pouvoir? Comment vous les prenez? Moi j'ai voté pour le Likoud. Si Netanyahou ne sait pas faire la Meshilou dans ce pays, il faut... Il n'y a rien de concret dans ce que vous dites, je m'excuse. On est l'État, alors on le fait. Bon, merci. On est l'État. Alors, On est dans un État démocratique. non, mais c'est pas Dans la sérieux. démocratie, c'est la majorité C'est pas qui sérieux, compte. c'est pas sérieux. Si, c'est ça, c'est non, très non. sérieux. Dites concrètement, un plan d'action. Je vais te dire, concrètement, c'est comme ça. Il faut trouver un manig. Un manig, c'est un David Amelech, un Moshe Rabbeinu. Un manig qui, quand il est élu, il ne tombe pas sa peau comme Bennett. C'est quelqu'un qui sait dire Yoetz Amishpati, merci, vous êtes un Yoetz, vous allez. Donc pour ça passe par la politique? Ça passe par la politique, mais. Une politique inspirée par la tradition? D'accord. Alors une politique inspirée par la tradition, c'est remettre de la pensée sfarade dans la direction. Tiens, on retarde des siècles ici. Non mais je vois pas pourquoi vous êtes contre cette idée dans la mesure où on a tous été d'accord ici, la Le plupart. parti chasse, il est Sarah, qu'est-ce qu'il a fait? Je parle pas de chat. Il fait pas pareil. C'est pas parce que j'ai des péotes que je suis du chat. On a tous été d'accord pour dire que avec Madame Cherki, avec monsieur, avec vous maintenant, et la plupart ici, 90% des gens sont d'accord avec l'idée que la direction politique israélienne est formatée par une pensée occidentale et qu'elle est actionnée par les intérêts occidentaux de l'extérieur d'Israël. Et qu'aujourd'hui, les intérêts du peuple d'Israël en Israël sont méprisés au profit d'un intérêt international qui répond à une certaine analyse. Mais alors quand tu as dit mais ça, qui n'est on le pas sait, celle. on le sait ça alors. La raison pour laquelle je dis qu'il manque de pensée qui vient d'une partie de l'exil du peuple d'Israël, qui viennent du monde musulman, c'est parce que aujourd'hui, pour faire face aux problèmes arabes d'une manière qui n'est pas occidentale, et on est tous d'accord pour dire que cette manière-là ne peut pas résoudre le problème, elle ne peut qu'en rajouter, il faut rajouter dans cette analyse et dans nos modes d'action une pensée qui vient de là d'où vient le problème. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut rajouter une couleur séfarade, dans la mesure où si on a la Emouna, je termine la phrase, si on a la Emouna, on pense qu'il n'existe pas un seul exil qui est vain. Si Israël est parti en exil, c'est pour aller recueillir dans les différentes parties du monde et dans les différentes cultures certaines visions du monde, afin de les rassembler ensuite en Israël. Et là, le problème sera résolu. Et le manik dont vous parlez, c'est le Mashiach. Et pour qu'il se révèle et qu'il fasse ce qu'il a à faire, il faut accomplir l'unité dont vous avez parlé au début. Mais dans cette unité, il manque des couleurs dans la palette de l'exil. Et les couleurs qui manquent dans la palette de l'exil qui est revenu se rassembler en Israël, c'est la couleur du judaïsme qui a vécu 2000 ans en exil dans le monde arabe. C'est tout ce que je dis. Attends, mon ami Aboumad, depuis une heure, le pauvre, il lève le doigt et puis on lui laisse pas parler. Voilà, je m'appelle Abou Befaïm, j'ai fait Mali en 1986 et je suis arrivé à la conclusion malheureuse ces dernières années et ces 2 dernières années plus particulièrement. Ça veut dire que sur le plan strictement légal, c'est-à-dire que ce soit les élections, on sait très bien qu'on a beau élire une nouvelle Knesset, ça ne sert strictement à rien, parce que c'est le Bagatz
c'est les médias, voilà, on a dit tout à l'heure l'histoire de Mevaker Amdina, où le Bagatz a empêché de faire le Vadat Hakira pour arriver aux conclusions. Alors j'arrive à la conclusion malheureuse que sur le plan strictement légal, actuel, s'il n'y a pas, je crois que c'est en France, c'est De Gaulle qui a fait la 5e, n'est-ce pas, la 5e République, n'est-ce pas, une nouvelle constitution, si on ne change pas de manière fondamentale le mode électoral, le mode constitutionnel en Israël, il n'y a rien à faire. Vas-y. On a affaire à des journalistes épouvantables. Il faut lutter contre eux, il faut leur faire des mishpatim. Ils mentent, ils créent des mauvaises informations. Ils sont tout contre eux. Attends, Brigitte. En tous les cas, c'est bien, vous voyez qu'on ne s'est pas rencontrés pour rien aujourd'hui. Hein. Même si on ne va pas sortir avec les poches pleines, je ne vous garantis pas, mais... Je voulais juste dire quelque chose. J'ai déjà dit, je me répète un peu, que la force d'Israël pour lutter contre le terrorisme et la barbarie, la force d'Israël, elle provient de sa singularité, c'est-à-dire de ce en quoi le pays d'Israël est différent de l'Occident, justement. Et j'en ai donné 2 exemples objectifs. Premièrement, au 8 octobre, les soldats sont précipités, ils se sont enrôlés plus que 100%, alors que dans les pays occidentaux, il n'y a plus d'armée de citoyens. Le fait qu'il n'y a pas d'armée de citoyens dans les pays européens, ça n'est évidemment pas un hasard. C'est lié à ce dont nous avons parlé tout à l'heure, à savoir que la nation est déconsidérée, etc., l'individualisme, tout ce que vous voulez. Un deuxième indice, si vous voulez, de la singularité d'Israël, c'est la démographie. Alors qu'en Europe, on ne fait plus d'enfants parce qu'on ne croit plus en rien, et parce que c'est ce que j'appelle l'impératif du plaisir, le postmodernisme, l'impératif du plaisir à un enfant, il faut s'en occuper, ça coûte de l'argent, tout ça, voilà. En Israël, vous avez une démographie religieuse et pas religieuse qui constitue au plan objectif une singularité. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que vous avez toute une partie de la société israélienne qui n'a pas conscience du fait qu'elle résonne à l'occidental. Non seulement dans l'endroit où nous nous situons dans le monde, ça ne marche pas, mais aussi ça ne marche pas parce que ça ne va pas dans le sens de la singularité d'Israël, et donc c'est un affaiblissement. La deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à la fraternité. Je n'ai pas entendu tellement ce mot ce soir. C'est vrai qu'on est dans une situation tellement différente, tellement difficile, mais je pense que c'est important de ne jamais oublier l'impératif de fraternité. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, moi aussi j'ai pensé que l'impératif de fraternité, il a quelque chose à voir avec la chokhma, la sagesse séfarade, qui n'a pas suffisamment, malgré tout ce qu'on a dit, malgré ce qu'a dit Léon, qui n'a pas suffisamment pénétré la société israélienne. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, pourquoi quand elle dit ce que je dis, on l'applaudit et moi, on n'est pas d'accord? Parce qu'elle est gentille, et moi je suis pas gentil. Qu'est-ce que tu vas nous dire qu'on ne sait pas déjà? Allez. Ce que je voudrais rajouter déjà, merci à Abraham de nous avoir invités dans cet hôtel qui s'appelle l'Esprit d'Herzl. Et pourquoi je parle de ça? Parce que le dernier mot du livre Alt-Neuland, le pays ancien nouveau ou la terre ancienne nouvelle, c'est quoi le dernier mot de ce livre? C'est Dieu. Et contrairement à ce que beaucoup de gens ont voulu faire croire que Herzl était complètement athée et déconnecté du judaïsme et de Dieu, c'est très intéressant que ce livre-là se termine par le mot Dieu. Et en vous écoutant, en écoutant tout ce que vous dites, vous avez raison. Mais ce qui manque, c'est un zoom out. Le zoom out, c'est de se rendre compte qu'en fait, il y a Dieu dans tout ça, dans toute cette histoire-là. On peut se plaindre des
chrétiens, on peut se plaindre des musulmans, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils sont ces gens-là? Ces civilisations-là, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont juste un bâton dans la main de Dieu. Et pourquoi il se sert de ce bâton-là, Dieu? Parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut. En tant que peuple, nous ne faisons pas ce qu'il faut. Nous devons nous unir. Nous devons viser l'unité. Quand vous parlez de créer un parti séfarade, l'idée... Mais c'est dans une nouvelle conception de la politique. Laissez-moi vous répondre. Vous avez l'unité sans uniformité. Laissez-moi vous répondre. L'idée, elle est bonne. Ramener du sfaradisme dans le général. C'est très bon. C'est ce que je vous dis. C'est l'unité. Sans uniformité, on est d'accord. Mais pas en créant encore un autre parti. Parce que créer des partis, ça génère de la division. Et tous les partis politiques sont responsables de la division de laquelle nous souffrons. Tous. Autant qu'ils sont, aussi bien à droite qu'à gauche, partout. Ils sont tous responsables de ça. Pourquoi ils sont responsables de ça? Parce que c'est leur but de diviser. C'est pour ça que ça s'appelle Miflaga. Les phalègues, ça veut dire diviser. C'est le but d'un parti politique de diviser. Ça veut dire naviguer aussi. Ça veut dans ce cas-là, ça veut surtout dire... Oui, mais ça veut dire naviguer aussi. Oui, mais pas dans Miflaga. Miflaga, mais si, ça veut dire naviguer. Ça vient pas de naviguer. Apprenez l'hébreu et vous verrez, ça veut dire naviguer. Je sais très bien que les phalèques, ça veut dire aussi naviguer. Non, mais dans ce cas-là, Miflaga, ça veut pas dire naviguer. Ils sont pas là pour naviguer, ces gens-là. Ils sont là pour faire des combines. Dites-moi concrètement, comment vous faites pour rajouter des éléments de pensée dans une société sans créer une entité? Je vais vous dire. Mais pas sur une base éthique, ethnique et communautaire. Ça, c'est une idée irrecevable. Mais c'est pas moi, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Non, ça, c'est vous faites encore parole de Dieu. Mais regardez l'histoire d'Israël. Regardez l'histoire d'Israël et vous verrez que Dieu a voulu que le peuple d'Israël se construise en exil. Irrecevable. C'est irrecevable. Je vais vous dire, ce que monsieur dit n'est pas du tout irrecevable. Il ne dit pas qu'il faut diviser le peuple suivant les origines. Il dit juste qu'il faut rajouter de l'idée du sfaradisme. Qu'est-ce que tu vas faire Alors, comment on fait? Quelle est la mayonnaise que tu vas apporter? Le mouvement Maspik, dont je vous ai parlé au début, il a une approche très claire comment apporter ça. On cherche à viser l'unité et dans la diversité. Comment on fait? Déjà, tout ce que vous avez dit par rapport à ils savent pas ou ils savent, ils sont très intelligents ou ils sont pas, ils savent pas gérer ou ils savent le gérer mais ils font exprès. En fait, on parle que des 150 dictateurs d'Israël. C'est quoi 150 dictateurs? C'est 120 députés à la Knesset. C'est 15 responsables, juges à la Cour. On est d'accord sur le diagnostic. Comment on fait? Mais ce que je veux dire dans ça, c'est qu'il n'y a que 150 qui sont problématiques. Le peuple en lui-même, il n'est pas problématique. D'accord, mais c'est pareil dans tous les pays. Non, oui, mais c'est pareil dans tous les pays. Je suis d'accord. Les peuples, c'est toujours la majorité passive avec une minorité agissante qui sait actionner les manettes du pouvoir. Et il n'y a que deux solutions. Il y a que deux solutions. C'est soit la révolution, soit rentrer dans le système pour les faire évoluer de l'intérieur. Alors oui. Vous avez une alternative? Vous avez une alternative? Rentrer dans le système pour le faire évoluer de l'intérieur, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. C'est exactement ce qu'on cherche à faire. Comment? Mais comment? Donc, voilà. Alors je vais essayer de vous expliquer. Donc le mouvement Maspik, c'est un mouvement qui cherche l'unité et qui cherche à représenter l'ensemble des citoyens israéliens. Contrairement à un parti politique qui représente différemment les gens qui ont pris la carte du parti, les gens qui votent pour le parti, des autres. Les autres, ça ne les regarde pas, ils ne les représentent pas. Ils sont censés les représenter, mais ils ne les représentent pas. Mais c'est quoi Maspik? C'est une corporation? C'est un mouvement. Non mais je m'excuse. Mais enfin, vous comprenez rien, c'est un vrai dialogue. C'est un vrai dialogue. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il y ait des interlocuteurs qui fassent des monologues parallèles? On dialogue, là. On dialogue. Je m'excuse, je pose des questions pour mieux comprendre ce que dit monsieur. Vous êtes en train de faire des monologues parallèles. Vous ne vous rendez pas compte que vous monopolisez le débat? Je monopolise rien du tout, je pose des questions à monsieur pour qu'il s'explique mieux. Vous n'êtes pas le seul. Non, restez là, c'est dommage. On était très contents de vous êtes des gens qui ne monsieur. font jamais rien. Vous ne savez pas dialoguer, c'est la raison pour laquelle tout ce que vous faites, je ne suis pas d'accord que vous partiez. Je ne suis pas d'accord à dialoguer. Quelqu'un dit quelque chose, avant, on nous a dit qu'on comprend. Écoutez-moi. Personne ici n'essaie de comprendre ce que l'on dit. Écoutez-moi. Vous n'avez pas écouté.
Qu'est-ce que c'est Maspik? C'est un mouvement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une association à but non lucratif. Les buts de Maspik, je vous les ai racontés, je vous les ai expliqués. Donc le but, c'est l'unité, et c'est de faire en sorte que la démocratie fonctionne de manière démocratique, parce que malheureusement, 150 personnes qui contrôlent l'État d'Israël, sachant que ces 150 personnes ne font pas les choses correctement, ce n'est pas la bonne solution. Il y a un concept qui est très bon, c'est le concept d'intelligence collective. Si vous prenez l'ensemble de la nation, l'ensemble des citoyens, tous ensemble, par exemple, il y a un concept, il y a une idée très bonne au niveau de l'intelligence collective. Merci beaucoup d'être venu. Une dame très gentille qui m'a fait revenir. Elle fait partie de Maspik avec moi. Sans rapides. Ne reste pas une heure. Si vous trouvez que je parle trop longtemps... Non mais est-ce qu'on peut savoir gentiment? Pour expliquer le programme. Alors, est-ce qu'on peut savoir en quoi ça consiste? C'est ce que j'essaye de vous expliquer. J'essaye de vous expliquer. J'essaye de vous expliquer. Donc le but, c'est de faire en sorte que l'ensemble des points de vue de la nation, tous ensemble, soient concentrés dans un programme, qui est le programme des citoyens. Chaque point pris séparément du programme des citoyens, il y aura plus de 60% des citoyens qui sont pour ce point. Et si vous mettez un Haredi et un Arabe autour d'une table, vous vous rendrez compte qu'ils ont beaucoup de points en commun. Ils sont d'accord sur beaucoup de choses, y compris des gens qui sont complètement à l'opposé d'un point de vue politique et qui pensent qu'ils se détestent les uns les autres. Si vous les mettez ensemble, vous avez parlé tout à l'heure du Rivon Harevi, c'est l'idée du Rivon Harevi de s'asseoir et discuter, mais nous on va plus loin que ça. On veut vraiment définir le programme des citoyens, faire en sorte que les citoyens tous ensemble définissent ce que l'État d'Israël doit réaliser, dans tous les domaines. Avec les Arabes. Abraham, parce que je parle trop. Avec les Arabes aussi. C'est l'informatique. Tous les citoyens d'Israël, tous ensemble. Les Arabes Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi les Arabes israéliens. Je peux vous expliquer pourquoi. C'est les pires. Non, pas du tout. L'idée est bonne. Comment on y adhère? Voilà. Allez hop. Je peux vous dire comment. Alors, il y a une recherche de solutions immédiates, mais il y a aussi des perspectives sur le long terme. Et dans ce cadre-là, pour répondre un petit peu à votre interrogation, il faudrait réformer complètement le système éducatif israélien, en commençant d'abord par l'enseignement de l'arabe, afin que chaque enfant israélien comprenne et l'arabe et la mentalité arabe, et donc introduire ce côté sfarad dont vous parliez tout à l'heure. Il faut aussi élever le niveau intellectuel et scientifique dans le pays pour qu'on puisse avoir les armes pour pouvoir lutter contre tout ce qui nous entoure. Et troisième chose, alors donc le système, l'arabe, la mentalité, le niveau intellectuel et une troisième chose que je viens d'oublier. D'accord. Bon, voilà. Et pour répondre à Madame Béhéry, vous avez dit tout à l'heure que rien n'a changé. Rien n'a changé. Vous aviez dit tout à l'heure que la situation politique n'a pas du tout changé. Je crois, attendez, il reste encore 5 minutes et on clôt le débat parce que ça fait presque 2 heures que nous parlons. Et qu'on voit encore les manifestations, etc. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui a profondément changé parce que quand les soldats se sont battus côte à côte, aujourd'hui au niveau du peuple il y a un changement total de la mentalité. Michel, il y a quelque chose encore à dire? Vas-y. Et après Elisheva, il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Toi David? D'accord. Et vous aussi? Donc après ça on clôt le débat. 1, 2, 3. Mais brièvement. Et je voudrais rajouter quelque chose à ce que tu as dit, et aussi remettre le Tanakh. Exactement. Le Tanakh dans les écoles non religieuses. Exactement. Alors qu'avant, les Philonies, ils savaient leur Tanakh par cœur. C'était eux qui gagnaient les concours du Ridon Tanakh. C'était pas les religieuses, c'était eux. Et là maintenant c'est terminé, parce qu'ils ne savent rien.
Rien de grave. Je voulais juste dire deux choses. D'abord, rappeler quelque chose que Manitou nous a dit à son dernier cours. Ça, je l'ai entendu dire. Ken, on lui a demandé comment vous voyez la suite des événements. Il a dit, la fin, on la connaît, et ça va aller, on la connaît, c'est Besséder. Mais on a pris le plus mauvais chemin possible. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas, qu'on ne comprend pas. Toute la population d'Israël, je pense, ne la comprend pas. C'est la question de la barbarie. Le choc de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est quelque chose que une personne normale ici en Israël est absolument incapable d'intégrer. Même au niveau de la simple information. Il n'y a aucune case chez nous, dans notre nefesh, pour intégrer ce qui s'est passé. C'est impossible. Et donc, nous ne sommes pas en mesure d'y répondre. C'est ça le problème. Nous n'avons personne qui soit comme David Ameller, qui soit capable de dire à ses soldats, vous enlevez les prépuces de tous ces gens et vous les ramenez à Shaul Ameller. Incapable. Et ça, c'est pas Ktana, comme on dit. C'est quelque chose, et cette incompréhension, elle est débilitante pour nous, débilitante, et c'est pour ça qu'on est tellement atteints. On est tellement atteints, c'est nous qu'on a violés, c'est pas seulement ces femmes, c'est pas seulement ces hommes, c'est nous. Nous, et nous sommes incapables de réagir de la façon convenable. Parce qu'il y a des connaissances. Non, je ne parle pas du tout de ça. On était pendant 2000 ans, c'était les autres qui faisaient le boulot. Ils sont sauvages avant d'être humains. Mais je suis d'accord, mais nous ne sommes pas capables. C'était le Shabbat, c'était le goy qui faisait le travail, de devenir l'État, d'être ribonne, d'être capable de commander, d'agir. Et nous, on a une difficulté. On a une difficulté, nos soldats travaillent très bien, mais ils ne font jamais du sale travail parce qu'ils en sont incapables. Ben oui, mais voilà, je pense que le Sabra deuxièmement, est capable. Et puis troisièmement, et puis on arrête le... Il faut travailler dans les Zéhout et Yehudi. Il faut... Je vous présente mon ami David Cohen, qui était mon confrère à Paris. Anciennement avocat et actuellement étudiant en Torah. Bonjour, cher confrère. Justement, je considère que tout ce que vous avez dit est très intéressant. On parle de politique actuelle, de réformes, etc. Moi, je considère qu'il faut quand même penser à notre tradition, à notre prophétie. Vous savez qu'il y a 4 malchouyot, qu'on appelle 4 royaumes. Le premier, c'était le royaume de Babylone. Babylone, avec Nebuchadnezzar, qui a détruit le premier temple. Il ne va pas nous faire un coup d'une heure, là. Non, 10 minutes maximum. Deuxièmement, il y a eu Paras et Madaï. Et ensuite, troisièmement, il y a eu les Grecs, qui nous ont beaucoup plus influencés. Et actuellement, nous vivons le quatrième Malchouyot, qui s'appelle Esav. Mais sachez que le prophète Daniel, il y a déjà quelques 5000 ans d'années, a prévu que la quatrième Malchouyot, c'est-à-dire que Esav allait enfanter d'une espèce de monstre, et il appelait par son nom l'islam. Déjà, Daniel a appelé, je ne sais pas si vous pouvez vérifier, mais il a appelé déjà que l'islam allait être l'enfant, le mauvais enfant de Esav. Donc, simplement, moi, je donne une idée générale. On est dans une situation, toutes ces différentes malchouyot ont été battues, ont été dépassées, sauf la quatrième dans laquelle nous sommes encore. Dans la quatrième, nous sommes encore malheureusement sous l'emprise de la quatrième malchouyot, mais sachez qu'il y en a une cinquième qui est l'islam, et il faut se battre sans arrêt, sans rien leur donner, et essayer de construire notre pays en fonction de notre adversité à l'islam. Azakobaro. Juste quelques mots pour terminer. En fait, il est 10h, ça fait 1h30 qu'on parle des problèmes de l'État d'Israël, des différents problèmes, chacun les a analysés comme il le voit, ça fait près de 2 heures en fait.
Et vous êtes d'accord avec moi qu'une solution à ces gros problèmes mérite en fait un autre débat. En 10 minutes, on ne peut pas expliquer et apporter la solution à tous ces problèmes-là. Et afin que l'on puisse expliquer, moi je travaille avec Cyril, je m'appelle Nathalie Akoun, excusez-moi je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Nathalie Akoun, je travaille avec Cyril, ça fait près de 2 ans. Cyril Kaczewski. Maspik. Ça fait près de 2 ans, donc on travaille très sérieusement, très profondément. Et on aimerait bien vraiment vous associer à ce projet, écouter tout ce que vous avez, je suis sûre que vous avez énormément à apporter à ce projet, à améliorer en fait tout ce qu'on a pu écrire et mettre en place pour avancer ce projet. Je ne pense pas que ça puisse se faire en 10 minutes et je pense qu'il serait important qu'on puisse accorder un débat d'1h30 au moins pour Maspik afin de présenter le projet, d'écouter vraiment. Moi je suis très intéressée par ce que vous dites et je comprends exactement ce que vous dites parce que je viens du ministère de l'Éducation. Et je sais quelles sont vos pensées quand vous parlez du Mont Séfarad, je sais exactement ce que vous pensez avec la Vadat Biton. On a compris ce qui se passait en Israël à ce niveau-là. Donc on a énormément de choses à apporter et on voudrait aussi écouter, améliorer à travers vous ce projet qu'on voudrait mener ensemble en fait, puisque ensemble on doit mener ce projet. On n'est pas seul dans cette histoire, on doit tous le mener ensemble et on a besoin de vous. Donc ce n'est pas un projet qui est aujourd'hui politique. Pour l'instant il s'agit d'une amouta. Et ce qu'on voudrait d'abord, c'est avancer avec le peuple, parce que c'est quelque chose qui doit émerger d'en bas vers le haut. Voilà. Alors, Attends. Je vais transmettre un lien à travers lequel on va pouvoir créer un groupe WhatsApp et qu'il envoie ce qu'il D'accord, mais ça c'est vrai. Alors attendez, je vais conclure cette soirée et je vais vous annoncer un scoop. Tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez espéré, tout ce que vous avez crié, là-haut est monté. Et là-haut, ça a des répercussions que vous ne pouvez pas encore imaginer. On ne s'est pas organisé en parti politique, mais là-haut, notre voix a été entendue. Magnifique débat.